nous pour le dernier débat, certainement l'un des plus passionnants, puisqu'on va traiter de publicité, de micro-paiement, en somme de monétisation pour tous les projets qu'on a vus depuis ces 2 jours et pour les prochains. Pour cela, on a le plaisir d'avoir, par ordre alphabétique, Gareth Keoth, directeur plateforme cross-média de Zodiac Active, une société italo-anglaise. Nicolas Levent, responsable publicité retail de BNP Paribas et à l'origine et au suivi du projet Mécologue, dont je vous parle depuis 2 jours. On est très heureux de l'accueillir. Cyril Zimmerman, CEO de Imedia, qui a lancé il y a 2 jours la France des réseaux. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Voilà, c'est un projet vraiment, je vous invite à aller le voir, c'est du freemium, je vais en parler plus en détail. Et enfin, pour animer ce débat, merci à lui, Gaël Solignac-Erlon, directeur adjoint de Newcast, du groupe Vivaki. Tout à fait. À vous, messieurs. En introduction du sujet, du vaste sujet, ce qui est intéressant de noter dès le départ, c'est que la monétisation des contenus est à la croisée de plusieurs chemins qui sont assez stratégiques et assez clés, sur lesquels nos différents interlocuteurs pourront donner leur point de vue, qui sont à savoir effectivement le mode de financement, mais aussi le mode de diffusion, et encore plus comment attraper l'intérêt de l'audience, car à partir du moment où on lui demande de lui faire payer effectivement son visionnage, enfin en tout cas les services qu'on lui procure, il faut encore une fois capter son attention. Donc ces 3 sujets clés, je pense, pourraient être un bon point de départ, mais avant de rentrer dans le détail, peut-être que chacun d'entre vous nous fasse rapidement un petit focus sur son expérience récente du contenu et sur comment il approche le financement de ces contenus. Gareth, peut-être commencer. Yes, so I come from a traditional production company and Je fais partie d'une société de production traditionnelle. La majeure partie de nos financements, c'était des diffuseurs. Donc, vous aviez un chèque du diffuseur pour faire une production et ensuite, nous avions ce modèle, mais ça doit évoluer. Et l'argent, on doit trouver un financement alternatif. Ça dépend aujourd'hui du contenu et la façon de produire ce contenu. Donc, c'est un moment intéressant. Nous avons plusieurs projets très grands, à grande échelle au Royaume-Uni avec Renault. Nous avons une chaîne télé Renault qui est tout basé sur un contenu de marque avec Sky UK. Nous avons 60 heures de programmation sur l'année avec 60 millions de livres sterling. Nous avons par ailleurs d'autres projets à plus petite échelle qui sont également diffusés sur différentes chaînes. Donc nous avons un modèle pour cela et par ailleurs d'autres contenus pour lesquels nous devons trouver des financements et pour financer également un financement par le consommateur. Donc, chez BNP Paribas, la problématique des contenus, je vais la prendre que par le biais de la com, parce que pour le coup, c'est essentiellement à ce niveau-là que ça se situe pour nous. Le contenu, ça a souvent été un moyen pour nous de s'y associer pour simplement avoir un terreau narratif qui permette de raconter des belles histoires à nos clients, là où il y en avait vraiment besoin. Et ça a été pendant longtemps la saga Arthur et les Minimoys avec Luc Besson, sur laquelle on s'est associé depuis l'origine, depuis le premier dessin que Luc Besson nous avait apporté avant même de créer son film. Et on y a tout de suite vu une formidable opportunité de raconter une très très belle histoire sur la banque et l'argent pour des 0-12 ans envers qui c'est pas évident de parler d'argent de manière directe, et c'est même illégal. Donc comme ça c'est clair. Et aujourd'hui on a franchi un cap, effectivement, avec Mécologue, dont on pourra parler, qui a été pour nous là le moyen de créer cette fois-ci un contenu. On n'a pas trouvé de contenu qui existait ou qu'on nous a proposé, qui correspondait exactement à ce qu'on voulait raconter comme histoire, pour engager une conversation avec une audience qui par nature n'a pas les banques en général dans leur marque préférée. Donc ils ne nous écoutent pas et ils ont sans doute bien raison. Et donc le prisme des colloques, ça a été un moyen de déclencher leur intérêt sur une problématique qui les touche de manière évidente par le biais d'un contenu donc totalement adapté et afin de pouvoir derrière effectivement engager cette conversation sur des offres de produits et services dont on sait qu'ils en ont besoin. Voilà. Alors, avant de passer à Cyril, j'ai une question immédiate. Là, on va parler de nouveaux modes de financement
des contenus avec ou sans le micro-paiement. Mais avant de parler de ça, ce qui est intéressant, c'est vous, BNP Paribas, un des top annonceurs français, avec les colloques, vous avez choisi d'investir beaucoup dans la production du message, là où hier, vous investissez d'abord dans le média et un peu moins, on va dire, dans la conception d'un spot de 30 secondes qui, effectivement, est peut-être plus rapidement produit et qui coûte moins cher. Aujourd'hui, cette bascule-là, quand vous avez foncé sur cette piste-là, quel était votre calcul? Est-ce que vous imaginiez le earn media le potentiel de viralité naturelle de ce contenu? Enfin, quelle était votre réflexion pour, encore une fois, mettre sur la table cet investissement important qui donne ce produit de qualité qui a rencontré succès d'ailleurs? Alors ça a été en fait, on a pris la problématique un peu à l'envers, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'il était sur la cible des 15-25 ans, qu'on connaît maintenant plutôt bien depuis quelques années. On a longtemps travaillé avec des artistes qui s'appellent Eric et Ramsey et avec qui on faisait un petit peu du multimédia et qu'on faisait en papier peint sur Internet ensuite. Et là, voilà, c'est assez banal de dire qu'on a d'abord souhaité aller à la rencontre de notre audience. Voilà, la rencontre de notre audience, on sait très bien où elle se trouve. Et l'idée de dire on va aller sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme dans les années 80 de se dire on va aller dans les grandes surfaces rencontrer des jeunes. Mais une fois qu'on est face à eux, il faut bien qu'on se parle, quoi. Donc, alors on va sur Facebook, ok. Et qu'est-ce qu'on se dit? Et donc là, c'est là où l'idée du contenu, au tout départ, a été notre guide, quoi. C'était de se dire on doit absolument créer, improviser une histoire, alors qu'elle soit pédagogique, qu'elle soit ludique, qu'elle soit dans l'entertainment, il faut juste qu'elle corresponde à un centre d'intérêt évident de la cible, et puis à une logique derrière de BNP Paribas sur des offres de services qui vont répondre à la demande et à la problématique. C'est pas juste faire un coup de buzz pour faire un coup de buzz. Donc il y a le ratio économique, le modèle dans lequel vous placiez en investissant autant dans le contenu est venu dans un deuxième temps, après l'évidence du fait qu'il fallait communiquer différemment. Le média, ça reste quand même toujours beaucoup plus cher, hein. On pourra dire ce qu'on veut. Même quand on produit de manière très exigeante, le média reste toujours plus cher. Mais effectivement, l'idée, c'était en tout cas, si on le fait sérieusement. Et je crois que c'est une des grandes règles du brand content, c'est-à-dire que les gens qui croient qu'on peut aller faire du contenu de manière un peu cheap et qu'on va forcément faire le buzz et 300 millions de vues en faisant un coup, je pense que c'est un leurre. Donc il faut vraiment y mettre une stratégie, des moyens, c'est chronophage, ça prend du temps. Et puis à un moment donné, il faut laisser le contenu à ceux qui savent le faire. Et c'est là où nous, on s'est effacé et on a laissé travailler quelqu'un qui s'appelle Riyad Satouf. Voilà. Très bien. Cyril, de votre côté, un sujet beaucoup plus pointu, beaucoup moins mainstream, qui est le réseau d'influence français, mais avec un produit toujours aussi premium dans son genre et qui aujourd'hui se propose avec une partie micro-paiement. Donc. Oui, je vais juste revenir en arrière pour expliquer ce qui nous a amené à sortir ce projet. Ça fait 15 ans qu'on est régie publicitaire sur Internet. Donc moi, je ne parle que d'Internet. En fait, je ne parle pas de offline, je ne parle pas de cinéma. En fait, mon domaine d'activité est purement online. Donc ça fait 15 ans qu'on vend l'espace publicitaire pour des sites Internet qui produisent du contenu gratuitement pour que les internautes le voient gratuitement. Et ça fait à peu près 15 ans aussi qu'on propose des solutions de micro-paiement à des sites Internet qui proposent des contenus payants à des internautes qui doivent payer pour avoir accès à ces contenus. Et bizarrement, souvent, les sites Internet avec lesquels on travaille, il y en a plus de 300 000 au total en Europe, font appel soit à la publicité pour financer les contenus, soit à des solutions de paiement pour financer les contenus par l'acte d'achat des internautes, mais ils ne mélangent pas les deux. Ce qui est dommage parce que ni la publicité ni le paiement unique en fait ne peut financer à plein des productions de contenu avec les exigences que le public peut attendre. Et en plus, ça introduit des biais de dépendance ou d'indépendance et des choix éditoriaux en fait qui sont pas toujours aussi évidents qu'on peut le penser. C'est qu'il y a des contenus qui peuvent trouver leurs annonceurs ou des contenus qui peuvent trouver leurs sponsors en toute indépendance, mais parce qu'ils touchent en fait à un certain sujet qui fait que une marque en fait va avoir envie de s'investir dans le sujet, ou alors en fait certains contenus ne vont pas du tout toucher en fait ces sujets-là et donc ils vont pas trouver ni d'annonceurs ni de sponsors en fait pour les financer. On peut se demander si finalement il n'est pas souhaitable en fait qu'il puisse y avoir un business model autour de ça aussi. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui ont essayé d'inventer le modèle du micro-paiement sur Internet. Et c'est essentiellement les éditeurs de jeux vidéo qui, dans les années 80-90, vendaient des CD-ROM, des jeux sur console, se sont fait tout pirater, ont vu en fait leur modèle qui était de vendre des galettes à 50 €
totalement disparaître parce que tout le monde les copiait et qui ont dû se réinventer sur Internet en proposant des jeux qui étaient en partie gratuits et qui sont petit à petit sont devenus payants puisqu'on n'achetait plus le jeu en totalité mais on achetait des bouts de jeu. Et ces deux mondes-là sont restés assez étanches et sont restés particulièrement étanches dans le domaine de l'information, donc du documentaire, de l'information quotidienne en fait qu'on peut trouver dans un journal. Et on trouvait que c'était particulièrement dommage parce que là, pour le coup, il y a un véritable sujet de société quasiment politique qui est que si l'information est gratuite et n'est financée que par les annonceurs, il y a forcément un biais de dépendance qui s'inscrit en fait dans la durée et qui n'est pas très sain. Et de l'autre côté, est-ce que tous les internautes sont prêts à payer pour avoir un contenu d'information? Certainement pas. Ce qui fait qu'à être complètement payant, on va se priver d'un certain public. Donc, pour revenir en fait au sujet, on a créé en fait un livre multimédia qui s'appelle La France des réseaux. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que c'est un bon marronnier journalistique. En fait, les réseaux de pouvoir en France, on le voit à peu près tous les mois de septembre en fait sur le Nouvel Obs, Challenge. Et d'ailleurs, Challenge a fait sa couve dessus la semaine dernière. C'est un sujet en fait que la société française en fait aime beaucoup traiter. Donc, on a fait traiter par un journaliste professionnel qui était grand reporter à l'Express avant. Et on a essayé de structurer le propos de façon à ce que ça puisse être un contenu à la fois audiovisuel. Il y a 6 heures de vidéo. Multimédia, il y a 800 photos, un sujet écrit, il y a 800 pages de texte, et qui puisse trouver une forme de diffusion purement online. On a créé un site à dessin qui s'appelle lafrancedesréseaux.com qui livre chaque jour un bout du contenu avec la possibilité pour les gens soit de se connecter tous les jours pour voir la livraison du jour, soit de préacheter ou de rattraper ce qu'ils n'ont pas vu la veille et donc de basculer dans une logique de paiement. Et donc c'est 20 réseaux de pouvoir, donc c'est les francs-maçons, les Corses, les gays, le 92, le réseau Nicolas Hulot, enfin il y en a à peu près pour tous les goûts, qui sont décryptés avec chaque jour à l'intérieur d'un réseau la livraison du lundi, du mardi, du mercredi, où il y a 5 minutes de vidéo, où il y a quelques pages de texte, où il y a quelques photos. Et si vous vous connectez le lundi pour voir la livraison du lundi, c'est gratuit. Si vous vous connectez le mardi pour voir en fait ce qui va être diffusé le lendemain ou rattraper ce que vous n'avez pas vu la veille, vous rentrez dans une logique de paiement. Et donc ça a été un travail assez important, à la fois en création de contenu, puisqu'on réunit 3 médias, photos, vidéo et texte. Ça a été un travail assez important en recherche de la bonne formule pour essayer justement de trouver cet équilibre entre paiement et gratuité, avec le parti pris qui est de dire que Internet, c'est le règne en fait du découpage ultime en fait de tout contenu. On n'achète plus une encyclopédie, on achète un article. On va sur Wikipédia pour voir un article, alors qu'avant on achetait l'Universalis quand il y avait le représentant de commerce qui sonnait en fait début décembre en fait pour les étrennes. Et donc on a segmenté sous forme de matrice le contenu le plus possible et en reprenant par contre une logique de livraison à la semaine, une logique de livraison d'épisodes, un peu comme une série télé de type 24 heures, où à la fin de l'épisode, il y a un gros hook et vous avez envie d'aller voir l'épisode suivant. Et donc on vous amène comme ça sur 20 semaines à travers la radioscopie des réseaux de pouvoir en France. Super. Non, j'ai jamais dit que les réseaux d'influence n'étaient pas un sujet mainstream, mais c'est vrai qu'à premier abord, la fiction de Riyad Satouf était plus évidente. Dans le modèle de la production audiovisuelle dite traditionnelle classique, comme Zodiac est un des acteurs importants en Europe aujourd'hui, ce rapport matriciel au contenu, comme vient de dire Cyril, effectivement, d'imaginer un découpage différent en anticipant là où on va attraper, effectivement, hooker l'audience. Est-ce que dans les nouveaux modèles de production que vous développez quand vous concevez un programme, vous l'anticipez et vous imaginez déjà des futures déclinaisons sur Facebook, sur iTunes, etc., qui permettront de participer au financement de vos nouveaux projets? Il y a différentes remarques que je voudrais faire avant d'aborder la question. Il y a l'existence d'un marché du contenu avec la marque. Il y a aussi... Can you speak in the mic, please? To make that match. Il est difficile de faire correspondre tous ces différents éléments. À mon avis, l'objectif, c'est de faire ses preuves. Une marque doit créer un nouveau contenu. Il ne s'agit pas de réutiliser un contenu existant. Tout le monde sait cela déjà. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, je pense que la règle générale est toujours valable. Il s'agit d'avoir de bonnes histoires, de bons personnages, de produire des contenus
Il y a des films télévision, il y a des programmes télévision et tout ceci peut s'appliquer aux nouveaux modèles de contenu. Nous avons de bons personnages et ils permettront à l'audience de vouloir s'impliquer. Lorsque l'on utilise de nouvelles plateformes, je pense une fois de plus qu'il faut avoir les meilleurs intervenants, de bons écrivains pour Facebook, pour Twitter, pour produire les contenus, non pas des personnes qui sont issues du numérique, mais bien des personnes qui ont travaillé sur l'écriture en soi. Il faut également de bons producteurs et à mon avis, l'avantage des médias sociaux et des plateformes consiste à pouvoir avoir plus de retours de la part des utilisateurs et à un stage précoce du projet. Donc ça permet de lancer à faible coût un projet, de le planifier avec la communauté, de construire une communauté, d'avoir des retours et de soutenir le projet ainsi, ce qui permet de développer sur des nouvelles plateformes en ayant une audience vraiment impliquée. Un consommateur qui est habitué à la gratuité, qui a la Catch-up TV pour revoir les épisodes qu'il a ratés des séries américaines, etc., qui a le fil Twitter du héros de True Blood ou le premier épisode avant la diffusion sur les big channels, gratuitement encore une fois. Est-ce que tu crois que demain, on pourra inventer des fils d'histoire, des fils de services où on pourra lui demander de l'argent? Là où, encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, même si les producteurs innovent, on lui offre gratuitement tout cela. Yeah, absolutely. So Tout à fait. En fait, le financement peut venir d'ailleurs dans la chaîne, par exemple un jeu Facebook ou alors des modes de financement alternatifs. Nous sommes tout à fait satisfaits du modèle qui consiste à mettre à disposition gratuitement du contenu et par la suite il y a des rémunérations qui ont lieu ailleurs sur la chaîne de financement. Par exemple, les producteurs et les diffuseurs sont impliqués, mais il faut regarder au-delà de ces deux rôles et regarder d'autres, par exemple, applications. Nous voyons le modèle de l'édition qui est très intéressant, qui fonctionne sur la base d'un abonnement. Il existe donc un certain nombre de nouveaux modèles. Votre vision sur ce sujet, c'est comment les nouveaux supports d'expérience, de visionnage des contenus vont jouer sur vos développements de programmes. On va peut-être commencer par toi, Nicolas, sur les colloques, qui est appelé à avoir une carrière de télévision, cinéma, pas même au théâtre ou en stand-up show plus tard. Est-ce que l'arrivée de l'iPad, des tablettes, etc., te donne des idées à la production des colloques pour des déclinaisons futures? Alors c'est là où justement on est, chez BNP Paribas en tout cas, ce qui nous guide, c'est vraiment le contenu pour le contenu. C'est-à-dire que pourquoi on fait les choses, pour qui on les fait et comment on les fait. Et ensuite, il est évident que lorsqu'on fait les choses, effectivement, c'est pour ça qu'on ne les trouve pas, je suis assez d'accord, sur le marché, parce qu'il faut que ça corresponde à une stratégie globale et que ce soit en cohérence totale pour qu'il y ait une adhésion et puis une efficacité au bout du compte, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un contenu qui ne trouve pas son audience. Là, pour le coup, vaut mieux, en tout cas pour ce qui me concerne, vaut mieux faire de la réclame à l'ancienne. Donc, et à partir de là, si tu veux, le truc, c'est que nos épisodes, par exemple, ils ont leur place sur Internet. Ils ont été visionnés sur les Android ou iPhone, sur les tablettes. Et on se rend compte que comme le contenu est bon, comme il a été travaillé par des gens compétents qui savent le faire, finalement, ils intéressent les chaînes de télé, ils intéressent le cinéma, puisque finalement, la narration, c'est un terrain qui intéresse une audience très large. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pas simplement d'être dédié que au téléphone, que à Internet, que sur un support ou un média. Ce qui m'intéresse, c'est que le contenu vive et qu'il se diffuse le plus largement possible pour que l'audience soit la plus large possible, finalement. Donc, voilà. Alors Cyril, toi, depuis 15 ans, depuis que tu as démarré effectivement la régie pour les sites web, ton approche au contenu, donc tu parlais effectivement de la France des réseaux, mais est-ce qu'il y a des évolutions marquantes dans la manière d'écrire et dans le fait d'anticiper l'usage sur les tablettes et de trouver effectivement ces nouveaux modèles de micro-paiement et nouveaux modèles de financement? Oui, nous on a encore, je reviens sur l'idée en fait du paiement. En fait, on a comme croyance assez établie en fait que l'utilisateur doit payer, il faut qu'il paye. Pas tout le temps, pas pour tout, mais il est sain qu'il paye, sinon on oublie trop facilement que les contenus, qu'ils soient d'information ou des contenus de divertissement, ont un coût. Et ça a toujours un coût caché. Quand on regarde France Télévisions, la BBC, la ZDF ou la RAI, on paye, parce qu'on paye la redevance.
Quand on regarde une chaîne de télé privée, on paye quelque part le fait d'avoir relativement peu de choix dans le choix éditorial, dans l'offre éditoriale, parce qu'elle est suffisamment large pour capter tout public, de façon à capter tout annonceur. Après, les grilles de programme sont faites pour segmenter ça, mais donc il y a un coût caché. Et donc il ne faut pas l'oublier, et il est essentiel qu'à un moment donné, en fait, il y ait aussi une pédagogie des acteurs pour que l'utilisateur n'ait pas le sentiment d'un retour en arrière si demain, sur le multimédia, on va lui demander de payer, alors qu'il avait l'impression que c'était un progrès et qu'Internet lui amenait en fait quelque chose qu'il n'avait jamais eu, c'est-à-dire une totale gratuité. Totale gratuité qui est un mythe total, qui est un mythe en fait, américain, amené par Google, parce que ça permettait à Google d'avoir une emprise totale sur tous les contenus pour les indexer et pour pouvoir avoir un moteur de recherche extrêmement puissant pour vendre de la publicité. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait un péage de façon à ce qu'il y ait un cycle de production qui soit sain, et de la façon à ce qu'il y ait une perception de la part de l'utilisateur qui soit saine aussi de ce qui lui est proposé. Et les tablettes en fait ont permis assez facilement, comme le mobile d'ailleurs, en fait, de passer d'une gratuité mythologique à un paiement qui est arrivé tout de suite et que tout le monde a accepté. Pourquoi ? Parce que l'interface était tellement bien foutue que finalement le paiement était assez indolore. Et nous, en tant que plateforme de micro-paiement, on le voit, on enregistre entre 8 et 10 millions de transactions par mois sur des sites qui sont essentiellement autour du service et autour du jeu vidéo, parce que les systèmes de paiement qu'on met en place sont des systèmes de paiement qui ne demandent pas de sortir des moyens monétiques en fait, qui sont peut-être lourds à manipuler en fait, pour les plus jeunes ou qui effraient encore pour les plus anciens, mais des moyens de paiement alternatifs qui permettent en fait, d'optimiser le taux de conversion. Donc l'environnement dans lequel le paiement est fait est très important, et les tablettes ont permis de résoudre cette question-là, notamment en fait, avec le portefeuille en fait, d'iTunes. Et après, il y a un deuxième élément qui a aussi incité les utilisateurs que nous sommes à payer, c'est que Internet est passé de l'âge du texte à l'âge de la photo, à l'âge de la vidéo. Et qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'envie d'acheter un contenu parce qu'il est plus long. La vidéo va nous amener sur quelques minutes, alors que la lecture d'une page nous amène que sur quelques secondes, parce qu'il est souvent plus ludique ou plus informatique ou plus animé, et qu'on y trouve en fait finalement, inconsciemment ou consciemment, une valeur ajoutée plus évidente. Et que par ailleurs, ça tombe bien, parce que pour produire de la vidéo, c'est pas exactement le même coût que de produire en fait une feuille en fait avec X signé qui sera publié en fait sur un weblog. Donc oui, les tablettes et le mobile ont permis en fait d'amener l'utilisateur à payer plus naturellement. Il y a l'univers du jeu qui a été aussi en fait un univers assez important pour amener l'utilisateur à payer. Facebook en fait est aussi un des éléments, parce que Facebook c'est une grosse plateforme de jeu social finalement, et c'est ce jeu social qui amène les gens à payer. Et je pense que tout ça est assez sain, à la fois pour permettre à tout type de contenu d'exister et des contenus audiovisuels en fait d'exister en diffusion numérique sur Internet. Tu parlais de Facebook là, je vais te poser la question. On parle d'un nouveau système qui va être développé, qui va permettre à l'univers Facebook de concurrencer l'univers iTunes, Apple. Il y a eu des articles ce matin sur la blog là-dessus. Est-ce que vous croyez au développement du système de micro-paiement des crédits Facebook pour le contenu qui pourrait être un facteur de développement de nouveaux modèles de financement de projets de contenu? Je ne sais pas si c'est clair la question. Gareth? Yeah, I think Pour moi, c'est une question de confiance. Vous payez les personnes qui ont confiance. Les personnes ont confiance en Amazon, elles ont confiance en iTunes. Et donc, il est facile, par le versement de petits montants, de les amener à payer. Mais ceci, nous pensons à une autre époque où auparavant le paiement était douloureux. Aujourd'hui, tout le monde a un compte Amazon, tout le monde a un compte iTunes, les gens ont des comptes crédit Facebook, et donc il est facile pour eux de payer. Ça leur permet de payer pour des films, payer pour Facebook, faire des paiements sur Google. Donc tout à fait, l'infrastructure existe à présent et la confiance est établie auprès du consommateur. Effectivement, il y a le social gaming à Zynga et compagnie. Il y a des rapprochements avec du contenu entertainment de type Spotify ou type VOD qui se développent en même temps que les technologies Facebook. Donc tout ça, effectivement, c'est pour vous des champs de développement de contenu importants, non? Oui, tout à fait. Je crois qu'on est dans une phase intermédiaire où il y a de plus en plus de méthodes de paiement qui sont de mieux en mieux foutues, en fait, qui sont proposées aux internautes. Après, il y a aussi probablement en fait une consolidation et un changement qui va s'opérer, parce que
Vous ne pouvez pas avoir un e-wallet Facebook, vous ne pouvez pas avoir un e-wallet Apple, vous ne pouvez pas avoir un e-wallet Amazon, vous ne pouvez pas avoir un e-wallet iPay, qui est notre produit, iMedia. Et puis il y en a d'autres, il y a Click and Buy en Allemagne, en fait, Modebooker, en fait, NetTeller. Et vous avez une multiplication telle en fait, des porte-monnaies qu'à un moment donné, un utilisateur ne va pas avoir son porte-monnaie pour jouer au jeu, son porte-monnaie pour acheter de la musique, son porte-monnaie pour aller sur Facebook, il ne va pas en avoir 4 ou 5. Et c'est là où finalement on revient à la question qui est finalement, est-ce que ce n'est pas un métier de banque? Et est-ce que les banques ne sont pas là pour être universelles et pour gérer en fait, l'ensemble de ce back-office? Donc il y a une première phase où c'est finalement les marques en fait fortes de l'internet, que sont Amazon, que sont eBay avec PayPal, que sont Facebook, que sont iTunes avec Apple, qui incitent les gens à payer parce qu'on a une forte adhésion à ces marques-là, on les aime bien, on les admire ou on les déteste, mais en tout cas en fait on a confiance et on est fasciné par ce qu'elles font et ça nous amène à payer. Après ça devient un métier de banque parce que faire payer les gens et processer un paiement en fait c'est un métier de back-office et de bancaire. Donc on verra comment ça évolue. Mais la première étape pour amener les gens à payer, c'est de leur proposer un environnement, une interface, quelque chose en fait qui les motive, voire en fait qui les fascine et en tout cas qui est indolore. Je ne crois que les personnes n'ont plus confiance en les banques maintenant. Ils ont peut-être plus confiance en Facebook qu'en les banques. Tous les trois, c'est quoi le dernier contenu sur le web que vous avez payé et duquel vous serez ressorti après en disant ouais, c'est génial, je suis vraiment content de mon investissement là, récemment, là, un truc tout con, une appli, une chanson, un film. Spotify au Royaume-Uni, c'est déjà une très bonne valeur. Il y a un modèle freemium avec des publicités. On paye un enregistrement pour une certaine quantité de musique et une certaine qualité. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article au sujet du jeu Protogame qui était disponible sous forme d'application. C'était un article de magazine qui présentait la vidéo, le contenu. Donc j'ai acheté le magazine, j'ai acheté l'article et ça m'a coûté peut-être $2,99. Donc c'est une somme si faible qu'on consent bien à la payer. J'ai pas mal de films pour partir en week-end, donc voilà, sur la tablette. Mais c'est plutôt ma fille qui m'a téléchargé un paquet d'applications sur l'iPhone. Et j'imagine que ça lui a plu, mais ça je sais pas. De la musique, bien évidemment. Et pour moi, le Mediapart, parce que c'est effectivement une nouveauté pour moi de payer de l'information, même si j'y crois. J'ai essayé de le dire tout à l'heure. Et tout d'un coup, j'ai trouvé une motivation naturelle en fait, à payer pour l'information en m'abonnant à un site d'actualité en fait, qui est Mediapart, pour lequel le cycle de paiement n'est pas évident, mais pour le coup, il y avait vraiment un contenu éditorial qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on a probablement envie de lire parce qu'on ne le retrouve pas ailleurs. Et je trouve que c'est assez bien qu'aujourd'hui, en fait, l'aventure d'Edoui Plenel en fait, marche et qu'ils aient suffisamment d'abonnés pour continuer en fait, à développer ça. Alors, il y a un truc intéressant dans vos expériences particulières, surtout toi Nicolas, c'est comment le micro-paiement devient de plus en plus mainstream. C'est vrai que la tablette, par exemple, c'est marrant de voir les études de consommation, c'est pas que les cadres supérieurs qui prennent l'avion ou l'Eurostar qui l'utilisent, mais c'est aussi un objet familial qui traîne dans le salon, où effectivement la gamine de 12 ans va télécharger l'application Disney ou Hannah Montana et l'adolescent, le dernier magazine ou le dernier clip, etc. etc. Donc est-ce que vous avez le sentiment là, aujourd'hui, on sort du geek ou du hyper pointu des gens de la communication et des technophiles pour aller, l'air de rien, vers une démocratisation de ce geste de payer qui devrait se développer encore plus avec l'écosystème Facebook, qui est un sujet assez clé, quoi. Yeah, I think you just need to say. Oui, je pense qu'il suffit de commencer à utiliser un iPhone ou un iPad pour comprendre le potentiel sur le plan du marché. Mais les outils doivent être un peu plus sophistiqués, sans quoi les enfants emprunteront bien trop d'argent à leurs parents en utilisant leur mot de passe. Je fais partie. Effectivement, il y a une génération, les enfants qui sont encore à l'école maternelle, qui utilisent les plateformes et qui peuvent utiliser des produits ici et là. Une fille de 12 ans, comment ça leur dérange pas de prendre de la musique gratuitement, mais par contre payer 3 ou 4 euros pour un skins de robe pour un jeu sur Facebook, ça les dérange pas. Surtout si c'est notre carte de crédit, bien évidemment. Moi, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, que cette cible-là, ce qui les intéresse avant tout, c'est le contenu, quoi. C'est le contenu pour le contenu. La notion de gratuité ou de paiement, de légal, d'illégal, de comment je l'obtiens, à quel prix, à quel coût, c'est totalement accessoire.
Donc ils sont assez obnubilés par le contenu, ils vont le chercher d'ailleurs sans aucun souci là où il se trouve, que ce soit sur le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Et je pense que c'est des générations qui, elles, en tout cas, ont totalement dépassé pour l'instant, parce que c'est peut-être pas encore un enjeu économique pour elles, cette problématique. Voilà. Ouais, puis je pense que ça crée un niveau d'exigence et un niveau d'attente en fait qui est supérieur. C'est-à-dire que la musique a été vers la gratuité avant que Apple et iTunes en fait aient mis finalement une barrière payante avec un environnement qui était un service qui est tellement bien foutu que c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence en fait pour ceux qui avaient des machines en fait fabriquées par Apple. Et puis Spotify est venu avec une offre en fait qui était différente et qui prenait les gens par la main aussi pour finalement les convaincre de payer, parce que c'est un nouveau modèle où vous vous abonnez pour avoir une musique illimitée. Et, enfin, je sais pas, moi j'ai 39 ans, quand j'ai commencé à acheter de la musique, jamais je ne m'étais dit qu'un jour je pouvais payer 9 € par mois pour avoir un forfait pour avoir la musique illimitée. Donc ça crée en fait de l'inventivité en fait dans le type de service ou dans le type de contenu qui est mis en place en fait qui est incroyable. Je parle de Mediapart parce que je pense que c'est une façon de faire du journalisme en fait qui est encore une fois assez biais, mais en même temps en fait qui est assez différent de ce qu'on peut voir en fait dans la presse quotidienne en général. Sur les jeux vidéo, ils se sont totalement remis en cause, et je pense que sur la production audiovisuelle, il va y avoir la même remise en cause, et j'ai peur que les sociétés de production audiovisuelle soient sur la même pente que les maisons de disques il y a 10 ans. Le marché de la musique aujourd'hui c'est 300 millions d'euros, c'était 1 milliard d'euros en fait il y a 7 ou 8 ans. Aujourd'hui le marché de la production audiovisuelle est subventionné par les chaînes de télé qui préachètent et en fait par un système de financement et de préfinancement en fait qui leur permet d'exister. Je ne suis pas persuadé que ça dure très longtemps, et je pense qu'il va y avoir aussi là une révolution culturelle à opérer. Ils vont devoir remettre en cause la façon dont ils produisent, la façon dont ils distribuent, la façon dont ils proposent et la façon dont ils conçoivent leurs propos. Et ça va être assez intéressant de voir ça, comme ça s'est passé sur la musique. D'ailleurs, à ce propos-là, quand on voit HBO qui développe son propre network sur le web, qui propose des services autour de ces licences, entre guillemets, là, alors que malgré tout, elles les vendent à des networks diffuseurs dans les différents pays, est-ce que c'est pas, peut-être Gareth nous répondre là-dessus, déjà un signe que votre métier va changer, que vous allez aussi quelque part devenir des diffuseurs et que vous allez aussi chercher à vendre directement à l'audience vos contenus ou les dérivés de vos contenus? Yeah, I think companies like Zodiac. Je pense que des entreprises comme Zodiac ont gagné beaucoup d'argent ces derniers temps en recyclant des contenus. Je pense qu'elles poursuivent dans cette pratique. Cela durera sans doute encore 5 ans, mais pas plus, car les contenus doivent être produits à un endroit et l'abonnement est lié à un autre endroit aussi. Un média. Nous avons le rôle de l'industrie musicale, nous avons cette action des adolescents. Je vois ma fille qui n'a jamais acheté de musique de sa vie, mais maintenant qui me demande de payer un abonnement musical. Ce qui montre que les pratiques changent. C'est très intéressant. J'ai toujours dit que le secteur vidéo va apprendre des erreurs du secteur musical, mais il y a encore des outils qui seront développés au moment opportun. Totale, mais effectivement c'est un sujet important. Cyril, est-ce que tu as un point que tu voudrais relever au-delà du fait qu'effectivement la gratuité absolue ne peut pas continuer? Comment tu vois l'évolution, comment tu vois le demain dans ton univers, si tu devais faire une projection à 10 ans du mix contenu, diffusion, social, qui est une dimension qu'on n'a pas traitée d'ailleurs encore? Alors, j'ai quelques marottes en fait, mais bon, ça je crois qu'elles ont été assez clairement établies, mais j'ai une espèce d'intuition que j'ai du mal à argumenter, mais en laquelle je continue à croire, parce que ça fait quelques années que ça me taraude. C'est que, de toute façon, que ça soit mobile, tablette ou PC, en fait, on s'en moque, c'est un support de diffusion numérique et les formats vont s'harmoniser. Et qu'en revanche, en fait, ce qu'aujourd'hui on connaît comme un site internet sera probablement dans l'avenir une société de production ou une unité de production qui va faire du contenu audiovisuel. En fait, je crois qu'il y a un mouvement d'accélération très très fort qui fait que l'internet se transforme en un média audiovisuel alors que c'était surtout un média texte. Et que de ce fait, la navigation à partir d'une URL en fait, qui vous emmène de page en page pour voir des bouts d'articles, pour pouvoir en fait, faire des choses à partir de photos ou de textes, en fait, va avoir de moins en moins d'intérêt. Non pas que ça disparaisse, parce que une Wikipédia et d'autres en fait, continueront à produire du contenu écrit
et en lettres, mais que beaucoup de sites en fait thématiques, qui sur le sport, qui sur la musique, qui sur l'univers du jeu vidéo, qui sur l'univers féminin, qui aujourd'hui se conçoivent comme des magazines ou des quotidiens, peuvent peut-être demain devoir ou vouloir se transformer en unité de production avec en fait des émissions de télé, pour reprendre en fait un référentiel en fait actuel, sur l'univers féminin, sur l'univers du jeu vidéo, etc., etc. Et que je pense qu'en fait les sites internet en fait vont devoir passer de médias à sociétés de production, et ces sociétés de production vont devoir se financer en trouvant soit des distributeurs et des sponsors annonceurs, soit en fait en ayant la possibilité de faire payer l'utilisateur pour la visualisation de ce contenu. Et après, la question est de savoir si elles vont se distribuer eux-mêmes ou si YouTube, Dailymotion et quelques autres en fait vont centraliser la distribution, comme les gros networks de télé ont centralisé la distribution, et c'est eux qui vont maîtriser à la fois la publicité et à la fois les paiements. Et si finalement en fait tout ça n'aura été qu'une parenthèse pour revenir au monde audiovisuel tel qu'on le connaissait il y a 15 ou 20 ans. Gareth, alors producteur de même diffuseur, alors, si je suis son modèle, mais au-delà de ça, ta vision dans 10 ans de tous ces sujets? I think the key question Je pense que la question primordiale est de savoir où se trouve le talent, où se trouve la nouvelle génération des producteurs. Je pense qu'il y aura une nouvelle génération qui sera à l'origine de ce contenu. Est-ce que ce sera un rédacteur, un producteur, un multitalent avec beaucoup de compétences, un manager? Quel est le type d'entreprise pour laquelle il va travailler? Je pense qu'on va aller au-delà des centres de production traditionnels, peut-être des entreprises de jeux qui créent leur propre contenu. Je pense que les entreprises doivent s'adapter aux nouveaux producteurs, changer la façon dont ils travaillent, changer les motivations, changer la manière dont ils présentent les produits, dont ils recrutent les nouveaux talents. Et puis ensuite, elles se trouveront en bonne position pour s'adapter de manière souple au marché. On ne sait pas dans quelle direction ou quelle direction prendra le marché. Donc, c'est qui va recruter ces futurs producteurs et comment vont-ils travailler? Canal+, c'est ça? À force de devenir un producteur de contenu. C'est un peu plus compliqué. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que pendant très très longtemps, la création, la diffusion de contenu, ça fonctionnait dans un monde assez vertical, hyper lisible, avec des producteurs, diffuseurs classiques autorisés à diffuser, créer du contenu, et puis des publics très identifiés qui le reçoivent, qui l'achètent, voilà. Et j'ai un peu le sentiment qu'on est en train aujourd'hui de vivre quelque chose qui est un peu plus flou. Alors je ne sais pas ce que ça nous fera dans 10 ans, mais par rapport toujours à la création de contenu, j'ai un peu le sentiment que les producteurs, diffuseurs, les marques, les particuliers sont tous finalement à égalité et ont tous des moyens de véhiculer du contenu, d'intéresser des audiences d'une manière ou d'une autre, et que ça remet pas mal en question cette verticalité du modèle. Et donc forcément, tout le monde a un rôle à jouer. À condition que à la fin ce soit les meilleurs talents qui s'expriment, mais que ce soit dans le contexte d'une production-diffusion classique à l'ancienne, que ce soit des particuliers qui arrivent eux-mêmes à se lancer sur le digital et à faire le buzz dans le monde entier, et que ce soit des marques qui arrivent à produire, créer ou s'associer à de la création de contenu. J'ai l'impression que les cartes sont totalement redistribuées. Voilà, D'ailleurs, effectivement, Gareth parlait de Renault TV tout à l'heure. Tu parlais, toi, que les sites internet allaient devenir des producteurs de contenu, donc aussi des diffuseurs. Vous, en tant que marque, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir à développer comme ça, comme l'a fait Renault avec, entre autres, Zodiac, à développer un fil d'infos, de contenu puissant qui puisse s'apparenter à une marque média comme celle sur laquelle vous diffusez vos pubs aujourd'hui? Oui, je pense que la preuve c'est possible, donc pourquoi pas. Après, soit ça trouve un public, soit ça trouve pas de public, mais pourquoi s'en empêcher à partir du moment où la marque a quelque chose à dire ou a envie de financer un certain type de contenu. À partir du moment où c'est clair, limpide, que tout le monde le sait ou ne le sait pas, mais que c'est fait en toute indépendance, en fait, pour reprendre ce que tu me disais tout à l'heure, et que y a un effort de production, de diffusion qui est soutenu par la marque, why not? Je ne sais pas si ça existe, mais demain je voudrais sortir un téléphone mobile en 3D. Ça ne me dérangerait pas, pour pouvoir aller jusqu'à la promotion de cet outil-là, d'aller financer un Avatar 2 d'abord,
et après d'en faire la promotion en disant bah voyez, moi je suis le premier téléphone 3D sur lequel vous pouvez trouver le film que vous avez aimé, etc. Enfin, après, j'imagine que ça dépend de l'histoire qu'on veut raconter, mais toujours, en tout cas du point de vue de la marque, si elle est cohérente et stratégique avec un cœur d'activité, avec des produits ou des services, et que tout ça trouve une pertinence. Je pense après, c'est là où il ne faut pas se tromper de métier. C'est-à-dire que demain, le channel BNP Paribas pour regarder des choses qui vous intéressent, j'y crois pas tellement, quoi. C'est-à-dire que il faut rester à sa place, il faut savoir pourquoi on fait les choses, premièrement, et ensuite, en plus, avec qui on les fait. Et ça, c'est le deuxième point crucial. Entre les colloques Roland Garros, le Conseil Finance, il y a déjà un fond de grille qui se positionne, non? Le sport, de toute façon, on a deux axes qui nous intéressent, qui sont le tennis et le cinéma. Ça, c'est les deux axes de communication qu'on utilise dans le monde entier. Et là encore, l'idée, c'est toujours, de toute façon, de faire de la présence à l'esprit. Le tennis, ça nous sert beaucoup à ça. Et deux, de créer de la valeur de marque et de la préférence de marque. Et comment on peut faire pour créer de la préférence de marque ou de la valeur si on raconte pas d'histoire? À un moment donné, typiquement dans le tennis, il y a 2 ans, à force d'être la banque du tennis, on a créé une autre forme de contenu, une histoire sur Internet aussi. On a offert la première wildcard, donc invitation à un tennisman amateur pour entrer dans un tournoi professionnel de l'ATP. On lui a dit, toi tu aimes bien jouer Wilfried Tsonga, plutôt que de jouer 5 minutes avec lui à 8h du matin à Roland Garros en exhibe, viens te mesurer à lui dans un tournoi ATP et essaye de l'éliminer, by the way, gagne des points. Voilà. Donc ça, c'est aussi du contenu finalement, parce qu'il est légitime dans une histoire où le tennis, BNP Paribas, ça fait 38 ans qu'on y est. Donc tout ça, ça prend corps. Voilà. Je pense que l'idée, c'est pas vraiment de faire du contenu pour faire du contenu tout le temps, n'importe comment, en le faisant payer ou pas. Je pense qu'il faut rester raccord avec ce qu'on est, quoi. Je pense que ça dépend également de la marque. Donc, pour certaines marques, c'est plus facile et il y a une identité avec une marque. Donc, si c'est une marque, par exemple, comme Renault, Nike ou Diesel ou Uniqlo, donc des marques très puissantes. Red Bull est un autre exemple. Ils produisent également leur propre contenu, ils filment leurs propres événements sportifs, les événements musicaux, et ils sont retransmis dans différents pays. Il y a une partie gratuite qui rejette sur l'achète. Ils ont la post-production, et Red Bull est assez particulier. C'est une marque avec laquelle les gens s'identifient bien. Et donc, c'est un modèle, par exemple, qui peut fonctionner. Intéressant aussi, alors, je ne sais pas si tu pourras t'exprimer là-dessus, mais dans la notion de brand content et donc de mix avec un annonceur pour la production de contenu. C'est-à-dire qu'effectivement, toi, ton expérience sur Renault, est-ce que tu as eu le sentiment à un certain moment clé de la production que le fait de devoir concilier avec les différents niveaux de validation chez l'annonceur, ça a pu nuire d'une certaine manière à l'attractivité du programme auprès de l'audience? C'est une question un peu piège, je te la pose quand même. Alors, il est très difficile de trouver le bon équilibre. Le détenteur de la marque ne sont pas des producteurs de contenu, et quelquefois une agence qui agit comme intermédiaire. Et ils ont une partie créative. Nous sommes également une agence créative, donc il y a beaucoup de gens qui bouillonnent d'idées. Les règles pour un bon contenu s'appliquent partout de la même manière. Et nous avons l'expérience dans ce domaine. Donc, c'est notre rôle de convaincre le détenteur de la marque de la façon de produire le contenu. Mais c'est un processus très long. Et bien entendu, il y a des tensions, mais je pense que progressivement, le travail va devenir de plus en plus facile. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut une validation assez longue, même pour une production assez courte. Ce n'est pas un avenir tout gai, très facile, mais nous avons une méthode qui parvient à produire un contenu. Pour ce qui nous concerne, c'était l'agence. Enfin, c'était une relation. L'agence a eu du mal à intégrer l'idée qu'il ne fallait pas qu'on mette de messages publicitaires dans le contenu, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la promesse publicitaire n'apparaissait pas dans le contenu. Et donc c'était tellement compliqué qu'à un moment parce que forcément ça montre que sinon il y a d'autres métiers possibles que le leur. Et donc j'ai bien compris qu'à un moment donné, il fallait qu'on bosse tout seul, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas toujours l'annonceur qui c'est vous qui est avez travaillé réticent.
en direct avec Riyad. Ouais. D'accord. Ouais. En fait, on avait des Riyad par courtoisie. Alors ça c'est aussi... c'est une histoire dans laquelle il faut aussi que l'annonceur soit prêt à aller sur... toujours l'idée de savoir pourquoi on fait les choses. Et si on le fait vraiment. On le fait pas à 99%, on le fait à 100%. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que la première lecture de pitch, je me souviens très très bien que j'avais Riyad Satouf et mon DIRCOM assez connu dans le monde de la com, qui est Antoine Cyr, et qui sortait de réunions. En plus, c'était en pleine crise, c'était la sortie de la crise mondiale financière, donc avec des sujets hyper dramatiques et d'un niveau complètement énorme. Et Riyad fait sa lecture de pitch, et donc il se lance sur le scénario, et à un moment donné, il y a Simon qui dit à Mustapha... Mustapha, viens, on va mater Infirmière Naturiste 3 sur ton PC. Mustapha lui dit ok, démarre, j'arrive, je te rejoins. Et Simon lui dit t'as toujours 3 rouleaux de PQ sous ton lit. Et Mustapha dit ouais, tu peux les prendre. Et là, je vois mon DIRCOM devenir blanc. On est loin des problèmes de la Banque européenne, etc. Et dire ok, mais alors 3 rouleaux de PQ, ça fait un peu too much, etc. Et Riyad dire... Nouveau riche, un peu 3 rouleaux de PQ. Et Riyad dire on en mettra que 2. Voilà. Et donc, bon, le truc... Est-ce que tu crois, Cyril, que le fait de pouvoir micro-payer son contenu, ça offre à l'audience une qualité de programme non... comment dire, avec des crêtes non cutées, comme pourrait l'être un programme sponsorisé par une marque? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Et que ça dépend que de la qualité du directeur des programmes chez l'annonceur, comme Nicolas, on est un bon exemple ce soir. Déjà, effectivement, ça dépend de ça. Et puis après, il y a des sujets qui vont toucher beaucoup de monde et qui vont être suffisamment fédérateurs pour trouver des annonceurs, trouver des sponsors, trouver des marques en fait qui veulent produire en apparaissant ou sans apparaître. Puis il y a des sujets qui vont concerner trop peu de monde et qui vont pas trouver preneur. Et si en fait toute l'économie, tout l'écosystème repose sur soit le fait qu'il y ait une marque en fait en adéquation avec un sujet, même si ça ne va pas être un sujet agressif ni politiquement en fait marqué, mais juste un sujet qui concerne 15 000 mecs en France, bon bah, pour un annonceur, si c'est 15 000 kidam en fait qui sont pas identifiés par leur tranche d'âge, par leur façon de consommer, mais qui sont juste autour d'un sujet d'intérêt commun, pas évident en fait de trouver un annonceur en fait qui veuille le faire. Et c'est dommage s'il n'y a pas d'annonceur et s'il n'y a pas de diffuseur, parce qu'aujourd'hui le modèle de production c'est soit il y a un annonceur qui finance, soit il y a un diffuseur qui finance, et pour 15 000 personnes il ne va pas y avoir de diffuseur non plus, parce que derrière il n'y a pas de publicité qui pourrait être vendue pour rentabiliser, ça veut dire que le contenu n'existe pas. C'est dommage, parce qu'il peut y avoir en fait plein de productions juxtaposées comme ça en parallèle en fait de contenus qui sont soit ludiques, qui sont soit informatifs, qui vont toucher 15 000 personnes d'un coup, 20 000 personnes de l'autre, 50 000 personnes de l'autre, et puis après 10 000 de l'autre. Et il peut y avoir un écosystème autour de ça. Et ça concerne à ce moment-là en fait les personnes qui sont prêtes à payer pour ça. Et on ne va pas leur demander de payer des sommes délirantes, mais juste de participer au fait qu'ils ont ce qui les intéresse. Et personne ne va les forcer, personne en fait ne va les pousser vers ça. C'est juste finalement la capacité de l'internaute aujourd'hui à aller chercher le contenu qui l'intéresse. Il y a certains contenus qui peuvent être mis en place gratuitement et d'autres en fait qui pour exister doivent trouver des fonds. Est-ce qu'on peut poser des questions avec la salle, peut-être, maintenant, donner parole à l'audience? Est-ce que vous avez des questions à poser à certains des intervenants? Oui, bonjour. Je voulais savoir, dans le cadre de votre opération sur les colloques, si vous étiez considéré dans cette opération comme producteur, comme coproducteur. J'ai entendu dire tout à l'heure que vous aviez peut-être des projets de séries télé, voire de déclinaison théâtrale, cinéma, etc. Donc est-ce que vous restez dans l'aventure? Comment vous êtes positionné sur cette affaire? Est-ce que vous êtes coproducteur? Est-ce que vous avez, entre guillemets, subventionné cette opération en échange d'un retour de marque, bien sûr, mais voilà, économiquement, comment vous êtes situé? C'est ce que je disais tout à l'heure en préalable, c'est vraiment une opération de communication au départ. C'est-à-dire que moi, mon cœur de métier, c'est de faire de la publicité. Et cette opération-là, au départ, c'est une commande publicitaire d'un autre genre. Donc, en fait, on l'a totalement financée. On l'a produite à 100%. Mais comme on aurait pu produire un film publicitaire. Donc ça, c'était la première étape.
Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce contenu, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, ce contenu, il vive et qu'il soit partagé, puisqu'on a ressenti que sur Internet, pour nous, Internet, en plus, ça a été vraiment un formidable laboratoire avec finalement très peu de risques, parce qu'on l'a lancé en marque blanche en se disant il faut d'abord que ça intéresse l'audience, pour qu'après l'audience, on convertisse cet intérêt d'audience sur les colloques à un intérêt sur ce que BNP Paribas a raconté par l'intermédiaire des colloques dans des formats publicitaires classiques. Si ça n'avait pas fonctionné comme ça, on l'aurait fait d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on aurait intéressé de toute façon l'audience par des formats publicitaires classiques avec les colloques, et les colloques auraient pu être un bonus supplémentaire qu'on peut trouver ad hoc. Donc voilà, il s'avère que la première formule est intellectuellement vachement plus intéressante et stimulante, et que c'est comme ça que ça a marché. Et donc ensuite, effectivement, la suite de l'aventure, c'est pas tellement la question de la production, de la coproduction ou des droits. Notre métier s'adresse de faire de la publicité, donc on n'est pas, c'est pas un centre de profit, quoi, les colloques. Ça reste porteur d'image. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on reste associé dans l'aventure et qu'elle continue à vivre, ce qui va sans doute être le cas là, donc en télé. Et on se pose la question de savoir exactement quelle place on va prendre là-dedans, entre du sponsoring, de la coproduction, du financement, sachant que comme on l'a fait sur Internet, on ne va pas plus intervenir dans le storyboard, dans la réalisation, dans les choix, quoi. Ça reste totalement, ça appartient à l'auteur, quoi. Voilà. Moi j'avais une petite question. Il y a beaucoup de porteurs de projets dans la salle. Est-ce que BNP Paribas recherche d'autres projets à développer? C'est une question ouverte. C'est fini la question là. Ouais. Alors, depuis les colloques, on en reçoit énormément. C'est qu'en fait, on en reçoit énormément. En fait, on n'est pas, comment dire, on n'est pas en recherche de visibilité, BNP Paribas. Hein. On est en recherche d'innovation. Alors ça, c'est ce qui nous stimule la plupart du temps lorsqu'on communique, d'innovation et donc de valeur. Alors ça va pas te plaire exactement ce que je vais te dire, mais lorsqu'on intervient comme ça, nous l'idée c'est de pouvoir avoir, on a nos audiences, nos clients, nos prospects, nos publics, on les appelle comme on veut, comme intérêt numéro un. Donc on se dit que si on doit jouer un rôle, c'est pas pour être vu à Cannes sur un logo, etc. C'est pour pouvoir diffuser une œuvre au plus grand nombre. Enfin, c'est vraiment ça notre parti pris. On a été, comme le cinéma, c'est vraiment notre axe de communication fort avec le tennis, ce que je disais. On nous a souvent sollicité pour le Festival de Cannes. Et en fait, nous, on l'a jamais fait parce que c'est bien pour les joailliers, mais c'est pas bien pour nous. En revanche, on a fait Cannes en banlieue avec Luc Besson. Voilà, comment est-ce qu'on peut diffuser finalement le cinéma et la culture au plus grand nombre? Quand on est partenaire des grandes fêtes du cinéma, c'est pour que 1 million de personnes puissent prolonger les événements du cinéma. Et ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les projets, il peut y avoir un sens si ça apporte de l'innovation, si c'est raccord avec une histoire derrière qu'on doit raconter. Moi, je suis persuadé, alors je me lance, tant pis, on verra bien si ça vient. Je suis persuadé que la prochaine thématique sur laquelle il faut qu'on soit présent et personne ne l'est en Europe, enfin, de manière profondément attachée à un vrai beau contenu, c'est les seniors, quoi. Donc moi, je trouve que c'est facile de faire de l'innovation sur les jeunes. Je trouve que ce serait super beau de faire de l'innovation sur les seniors. Je pense qu'il n'y a pas les producteurs, les diffuseurs, les auteurs, tout le monde est coincé entre le senior convention obsèque et sonotone et puis l'image de Sean Connery à la barre de son bateau. Je te conseille Benidorm Bastard. C'est un concept hollandais, je crois, où des personnes seniors font des choses assez extravagantes. On a un très beau projet ici qui a été pitché tout à l'heure, qui s'appelle Voice of Memory. Ils sont là, c'est des Espagnols, et c'est sur une chorale de malades atteints d'Alzheimer. C'est un très très beau projet, et en sortant, je pourrais vous les présenter avec grand plaisir. Mais si je puis me permettre de continuer, parce que je trouve qu'il y a enfin, vous avez été très courtois dans le débat, mais il y a une contradiction assez forte entre Cyril et vous, puisque Cyril nous dit qu'il faut absolument payer... Un débat sans baston, ça marche pas. Ouais, c'est ça, il faut... Non, mais c'est lui qui cherche les emmerdes. De toute façon, nous, on est d'accord. Après, il essaye d'animer son débat. Tu dis qu'il faut absolument payer, et c'est un point de vue. Et d'autre côté, on voit qu'on a un contenu extrêmement qualitatif, moi j'aime beaucoup, fait par un grand réalisateur qui a reçu un César, dessinateur et autres. Et alors, qui a raison dans tout ça? Les deux?
pas possible. Enfin, je pense que les deux peuvent exister, mais qu'il n'est pas forcément sain qu'il n'y ait qu'un des deux modèles. C'est pas sain qu'il n'y ait que de la production financée par des marques, et il n'est pas forcément souhaitable que les contenus ne soient accessibles qu'avec un acte d'achat, parce que ça peut concerner en fait et devoir concerner aussi des gens qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas les moyens, qui n'ont ni la disponibilité pour payer. Donc il faut juste en fait que les deux existent, parce que ça permettra de financer différents types de contenus comme ça. C'est la même chose que dans la musique. Finalement, il n'y a pas que des concerts gratuits, et il y a toujours des concerts gratuits. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas que les marques. Les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux ont été les premiers à financer des concerts pour leurs administrés, pour leurs jeunes, pour leurs étudiants, pour qui on veut. Et à côté de ça, il reste les festivals extraordinaires qui sont plutôt payants d'ailleurs. J'ai bien essayé quand même de... J'ai tenté. Can I just say, Il faut être réaliste en ce qui concerne le modèle économique qui existe. Dans un grand nombre d'entreprises de production comme la mienne, il y a une certaine richesse, mais le consommateur n'est pas toujours heureux. Tout le monde rentre chez soi, appuie sur la télécommande, cherche quelque chose sur 100 chaînes, ne trouve rien et zappe pendant des heures et paye pour ce modèle. Si un modèle est plus axé sur le consommateur, peut-être que le consommateur sera d'accord pour payer pour avoir une meilleure qualité de contenu. À mon avis, ce n'est pas le seul modèle de réussite. Tout le monde n'a pas réussi. Peut-être que le nouveau modèle a plus de qualité. Il offre des opportunités tout à fait fascinantes. Le consommateur pourra recevoir du contenu. C'est ce que l'on voit dans certains exemples. International, est-ce qu'il y a des pays plus en avance que d'autres sur tout ce qui est micro-paiement et effectivement des audiences qui sont habituées à payer pour de l'audiovisuel au-delà des applications? Est-ce que tu as des courbes d'expérience à partager sur ce sujet-là par rapport au réseau Zodiac? no, I can't think of any. Non, je n'ai pas d'exemple précis de modèle. Je pense que tout le monde cherche et tâtonne à la recherche du bon modèle. Depuis 10 ou 15 ans, il y a un modèle qui existe. C'est celui qui allie contenu premium, pas de publicité, mais l'intervention des marques au niveau du contenu. Ceci montre, par exemple, c'est un modèle particulier pour lequel le consommateur paie. Il ne s'agit pas d'un paiement de micro-paiement, ni d'un crédit Facebook, mais il s'agit bien d'un modèle orienté vers le contenu de qualité. Là où les utilisateurs en fait, payent le plus facilement depuis le plus longtemps, c'est en Asie, en Corée plus particulièrement et au Japon dans un deuxième temps. En Europe, en fait, on est dans une phase en fait, un peu intermédiaire, et là où les internautes et même les opérateurs économiques, en fait, les sociétés ne veulent pas croire au modèle du paiement, c'est aux États-Unis. C'est assez étonnant en fait, de voir, il y a l'ancien éditeur en chef, donc c'est le directeur en fait, du Wall Street Journal qui est parti il y a 4 ans pour monter en fait, un projet qui s'appelle Journalism Online, qui avait pour mission en fait, d'essayer d'accompagner la presse locale américaine, la presse nationale en fait, vers un modèle qui soit hybride, gratuit, payant. Il avait quand même un nom, parce que quand vous êtes PDG du Wall Street Journal, en fait, vous êtes quelqu'un aux États-Unis. Il n'a pas été suivi et il est quasiment en fait en arrêt d'activité parce que un certain nombre d'interlocuteurs économiques n'ont pas suivi dans cette aventure-là. Et moi, j'ai entendu des discours où des gens qui disaient non, mais personne n'a jamais payé pour l'information aux États-Unis. C'est juste un marché de 50 milliards de dollars. Mais il y avait effectivement ce mythe en fait de la gratuité en fait qui est implanté là-bas mieux qu'ailleurs. Hello, I'm Andy Paulby from the London Quest Company. Je représente London Quest Company. J'ai une question. Vous avez dit que selon vous, l'avenir du paysage numérique consistait à s'éloigner des diffuseurs. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de YouView et de la télé, la Web TV qui vont bientôt entrer en jeu, et quel sera leur impact sur la création de contenu? Garrett. YouView, c'est un modèle très intéressant, mais on dirait plutôt que c'est une étape. Ce n'est pas un modèle final. Il s'agit de faire converger cette convergence qui obsède les producteurs de télé et les producteurs de contenu télé. C'est une plateforme effectivement, et il s'agit de réunir des éléments existants actuellement.
La BBC et d'autres acteurs sont très intéressés par ce projet et nous allons leur présenter nos projets. Nous espérons obtenir des financements, mais je ne pense pas qu'ils représentent la solution. À mon avis, le paysage médiatique de l'avenir sera bien plus complexe, contiendra de nombreuses plateformes qui ont toutes des offres différentes et des modes de paiement différents. Pour Cyril, plus exactement, le fait que vous travaillez dans une régie publicitaire pour Internet vous permet donc de connaître bien les marques qui peuvent vous acheter des bandeaux, etc. Mais vous permet aussi de connaître bien la clientèle qui est connectée. Est-ce que ce rôle d'intermédiaire vous permettrait pas d'aller un tout petit peu plus loin et effectivement de commander du contenu en fonction de ce que cherchent les marques, par exemple? Et est-ce que vous, à titre de régie publicitaire, vous pourriez pas passer un cap et commander du contenu? On a quand même, on a même passé le cap carrément puisqu'on est devenu producteur de contenu. Donc ce qu'on fait sur la France des réseaux, et on a 2 autres projets dans les cartons, témoignent du fait qu'on justement on passe ce cap en fait. Et on n'a pas de rôle d'agent parce que c'est un métier qui est différent et que c'est un métier qu'on ne connaît pas. Donc recevoir les projets, les sélectionner et puis les produire en fait. Après trouver les financements et de diffusion. C'est un métier qu'on connaît pour une partie. En revanche, en fait, en édification de projet, en sélection de projet, en direction artistique ou en direction de production, c'est un métier qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, on ne le fait pas. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas demain parce que c'est assez logique dans le cheminement. Mais pour apprendre, finalement, on a commencé par être producteur nous-mêmes. Puisque, comme vous le disiez, en fait, on a la connaissance en fait, des 2 extrêmes en fait, de la tuyauterie. Et que le contenu en fait va de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un, et donc pour essayer de tester tout ça, en fait, il n'y avait rien de mieux que d'être producteur nous-mêmes. Pas d'autres questions? Bon, eh ben, à part si vous avez quelque chose à ajouter, messieurs, je voulais vous remercier beaucoup. C'était passionnant. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Un petit mot pour conclure ces 2 merveilleuses journées. Pour nous, c'était vraiment très, très intéressant, très excitant. J'espère que ça l'était aussi pour vous. Ça a été une vraie expérience, le fait d'avoir créé ce marché. Beaucoup d'entre vous ont rencontré des gens qu'ils n'avaient pas l'occasion de rencontrer normalement. J'espère que ça les amènera très loin, à produire des choses, à diffuser, à broadcaster. Donc vraiment, je vous souhaite bonne chance. Je voudrais inviter juste l'équipe à me rejoindre, s'il vous plaît. Venez, ils sont tous là. Et je voudrais leur dire vraiment, sincèrement, un grand merci à tous, parce qu'ils ont fait un super boulot. Voilà. Pervenche, Elliot, Laure, toute l'équipe d'ISC Network qui a été excellente. Merci à vous. Alexis, toute l'équipe technique qui est là. Gilles, Giorgio, Emmanuel, Claude. Et on cherche Jean-Philippe, un grand blond très élégant, mais il n'est pas là. Et en tout cas, on le remercie. Merci à vous tous et à l'année prochaine. Merci beaucoup.